Bref, donc voilà un peu pour cette question du pick and roll. Rapidement, quel d'autres points à énumérer? Oui, sur la rotation. La rotation, est-ce que ce sera plutôt Jaden Hardy? Est-ce que ce sera plutôt Tim Hardaway Jr.? Est-ce qu'on aura aussi de Dante Exum? Et dans quelle proportion? C'est vrai que sur la fin de série des finales de conférence, c'était plutôt Hardy que Tim Hardaway Jr., qui est plutôt en méforme, hein, Hardaway Jr. Exum, c'est pas mal défensivement, mais après, il y a la question de à quel point est-ce qu'il te handicape en attaque, notamment avec cette absence de shoot. Est-ce que c'est pas justement offrir une valve de décompression un peu trop grande à Boston? Je ne sais pas. Après, c'est vrai que le problème que j'ai, à quel point est-ce que Hardy peut se faire cibler par cette attaque de Boston, on va y arriver, mais qui adore cibler des petits comme ça et les attaquer, hein, c'est leur identité. Et de l'autre côté, donc je parle de défense on-ball, et après, à quel point est-ce que la défense off-ball de Hardaway Jr. elle va être assez bonne? Il y a ça aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu ça son problème. Alors, ça et le fait qu'il rentre pas de tir, c'est problématique, mais en termes de défense off-ball, c'est vrai que c'est pas top. Et le fait est que, après, c'est aussi l'intérêt de ces joueurs, je trouve, c'est que bon, c'est des joueurs un peu à haute variance, on peut dire. Voilà, Tim Hardaway Jr., typiquement, c'est un joueur à haute variance. Je pense que Hardy également, mais s'il a été plutôt régulier. Mais c'est des joueurs où je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un apport régulier offensif tous les soirs. Donc, enfin, oui, régulier tous les soirs. Il ne faut pas s'attendre à un truc régulier de bon niveau. Par contre, je crois que je suis presque prêt à mettre ma main à couper que on pourrait totalement avoir un Tim Hardaway Jr. game, en fait. Ou un Jaden Hardy game. C'est-à-dire, un match, il va te sortir 18, 20, 22 points, 23 points sur un match, avec 6 sur 7 à 3 points ou des trucs comme ça. Et c'est ce genre de pic qui peut te faire basculer un match. Une série de playoffs, c'est en saison régulière. C'est long, c'est une saison, donc un mec qui est régulier, c'est pas top. Par contre, sur une série, un mec qui peut t'apporter une telle variance, avec notamment du shoot à 3 points, et qui peut exploser un peu, prendre au feu un peu pour caricaturer, ça peut te faire basculer une série, en fait. Hein. C'est assez... Enfin, c'est l'avantage, comme dit, ces joueurs qui ont une certaine variance dans leur jeu, où la majorité du temps, tu vas avoir, ça va être nul, ça va être irrégulier, mais si tu as une bonne performance, ça peut te faire gagner un match clé, et ça peut t'aider à gagner la série, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est un peu ce qui s'est passé contre OKC, de mémoire. Hardaway Jr. a fait un truc comme ça. Voilà, et même Daryl Morey, il en parle assez régulièrement, je vais pas développer ici, mais il y a cette idée avec certains joueurs que c'est un peu la wild card, et on mise un peu sur cette variance. Voilà, Morey à l'époque, il a expliqué, c'est pour ça qu'il a fait le trade de un tel ou un tel quand il était aux Rockets, et qu'en effet, Aaron Brooks, je crois, aux Rockets, c'est pour ça que ça lui avait aidé à gagner un match de playoff, etc. Donc, voilà, Hardaway Jr. qui va jouer entre les deux. Et est-ce qu'on aura un Hardy game ou un Tim Hardaway Jr. game, genre 23 points au TD Garden, qui en fait aide à faire gagner un match serré et donc aide à faire gagner la série? Je ne sais pas. Après, autre aspect qui a été un aspect important du run de Dallas pour l'instant, c'était les rebonds offensifs. À quel point est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des rebonds offensifs et insister là-dessus? Ça a été génial, même génialissime contre OKC, parce que OKC n'est pas une bonne défense du rebond, donc ils ont beaucoup appuyé là-dessus. Un peu moins contre Minnesota parce que les Wolves sont bien meilleurs en termes de protection du rebond. Donc c'était à peine des scores moyens plutôt que excellentissimes. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de cas intéressants là-dessus. Et notamment, en fait, le truc, c'est que tout est lié en basket. C'est ça qui est intéressant. Et donc notamment, oui, de base, Boston, c'est plutôt une bonne défense du rebond. Ils sont 11e, je crois, cette saison. Bon, ok. Mais après, ce que je dis que tout est lié, c'est que faut voir aussi quel type de personnel est aligné sur le terrain. Donc, notamment, hein, peut-être que si tu joues avec une rotation à Boston avec Cornet, Luke Cornet, ou alors Tillman, notamment, je pense à Tillman surtout, parce que c'est pas impossible que... Bref, on verra ça plus tard. Mais est-ce que tu joues avec des gros, avec des vrais backups à l'intérieur, qui, effectivement, vont pouvoir t'aider en termes de rebond offensif, enfin, de empêcher le rebond offensif et protéger ton rebond défensif, mais à quel point est-ce que ça, tu peux pas le payer avec, en attaque, un manque de spacing, Tillman et Cornet, par exemple, et à quel point aussi est-ce que Doncic peut pas aller en plus les punir sur des switches? Donc voilà, et donc si à cause de ça, de ces deux éléments-là, tu choisis de passer sur des line-up plus petits, avec du Tatum en 4 et avec juste une rotation intérieure Horford et Porzingis, à quel point t'es pas un peu plus vulnérable, forcément, à une attaque qui va aller tenter de prendre encore et encore des rebonds offensifs. Voilà, c'est aussi là-dessus où les fameux vases communicants, et pourquoi est-ce que c'est aussi important les line-up et ce jeu-là, c'est que si Dallas arrive à forcer des line-up finalement plus petits, en tout cas moins ciblables en termes de Tillman, de Cornet, etc., ouais, ça peut avoir des répercussions au rebond. Et donc, c'est là-dessus où je ne dis pas ça va se passer comme ça ou comme ça. Je pense que je le mets en point de bascule de à quel point est-ce que ça peut pas être un élément capital en termes de line-up et donc en termes de rebond.
Parce que techniquement, je pense que, en plus, face à une défense de Switch qui aime bien avoir des joueurs un peu partout, et donc switcher partout, et donc pas forcément aux bons endroits au bon moment pour le rebond. Voilà. À quel point est-ce que Dallas qui envoie 3-4 mecs au rebond, ça peut pas aussi aider beaucoup et appuyer là où ça fait mal, potentiellement. D'autant que d'ailleurs, Boston n'est pas une attaque d'élite pour partir en transition après un rebond. Donc c'est-à-dire que un peu le contre-move de ça, si tu attaques trop le rebond offensif, tu vas être puni en termes de transition défensive, de contre-attaque défensive. Hein. Si tu attaques le rebond, tu fais pas un repli, mécaniquement. Mais c'est vrai que Boston, ils sont pas très bons, en tout cas cette saison là-dessus. En tout cas de base, hein, ils sont 27e sur 30 en termes de fréquence de contre-attaque après un rebond défensif. Donc voilà, potentiellement. Et puis la transition aussi, autre aspect du jeu. Je pense que beaucoup de monde sous-estime un peu Dallas en transition parce que Doncic c'est pas John Wall, c'est pas Westbrook, c'est pas Ja Morant, c'est pas ce genre de moteur qui court très vite. Mais je pense qu'on a tous vu les passes qu'il nous a sorties. Et il y a un côté aussi où les passes vers l'avant de Doncic, c'est arriver littéralement à grappiller des opportunités qui un autre passeur ne pourrait pas faire cette passe. Et donc la situation de contre-attaque ne pourrait pas être exploitée. Et donc juste on remonterait la balle et on ferait une possession en jeu posé. Et donc c'est vrai que je pense que Dallas est plutôt pas mal sur cet aspect. Ils font pas des tonnes de transitions, mais quand ils peuvent, ils le font. Ils sont extrêmement, extrêmement bons. Or, il se trouve que la défense de Boston est élite. C'est même la meilleure de NBA en termes de défense de contre-attaque. Donc, à quel point est-ce que ça, qui est toujours un peu un domaine du jeu où tu peux arriver à grappiller des points plus ou moins et compenser compenser le demi-terrain, à quel point est-ce que Boston va pas arriver un peu à gommer tout ça et à neutraliser totalement cette arme un peu de points bonus, mais bonus, mais non négligeable tout de même. Mais à quel point est-ce que la défense de Boston, qui est élite sur la transition en termes d'efficacité, premier de NBA et deuxième en fréquence de contre-attaque autorisée, en nombre de contre-attaques autorisées, voilà, ça peut clairement jouer ce duel-là. En tout cas, c'est un point de bascule pour moi, à voir de quel côté ça bascule. Autre point un peu macro, comme dit, plutôt que microscopique, mais macro, la question des lancers francs aussi. Parce que c'est vrai que ça a été plus irrégulier pour Dallas contre Minnesota, mais parce que les Wolves sont une défense d'élite et qui est en fait très bonne pour empêcher les lancers francs. Quid face à Boston? Vraiment, je ne sais pas. Je pose la question parce que le protecteur de panier est quand même un peu plus friable que Gobert, parce que les switches vont faire que tu vas avoir des mismatchs à tel ou tel endroit pour Doncic, pour Irving, etc. Donc, à quel point aussi est-ce que ça peut pas jouer, hein, ce côté faute et potentiellement point de bascule, hein, je dis pas ça va se faire, il va se passer ça, mais est-ce que ça pourrait pas être un point de bascule au cas où Dallas en effet arrive à provoquer des tonnes de lancers francs sur ce match-là. Et puis je pense qu'on a quand même assez bien couvert le sujet, mais petit point pour terminer. Jason Kidd, je pense qu'on peut le dire, Kidd a out-coaché à peu près tout le monde sur ses playoffs pour l'instant. Alors, bon, comme d'habitude, Jason Kidd, à chaque fois on fait le raccourci Jason Kidd, mais en fait c'est Kidd et son staff, évidemment. Alors, lui-même peut progresser, mais il a aussi pas mal des bons assistants, donc voilà, ça aide. Mais quand on fait le raccourci de Jason Kidd pour parler du coaching staff des Mavs, on est d'accord, mais c'est un peu comme si moi je dis le basket lab et parfois vous me faites des compliments. Bon, ben voilà, c'est un peu caricatural, alors que le basket lab c'est aussi, et c'est surtout la présence et l'apport de Antoine, de Nico, de Asa, de Baptiste, FD, etc. Maintenant j'ai commencé à citer, il faut que je cite tout le monde, mais non, mais les grands habitués, quoi, les Tom, les Rafa, les Jérémy, etc., quoi. C'est évidemment. Donc c'est pareil quand on dit coaching staff, quand on dit Jason Kidd, c'est pas que Kidd. Mais en l'occurrence, donc, pardon pour cette parenthèse sémantique, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'ils ont été fantastiques sur tous les playoffs. Ils ont été très bons face à Tyronn Lue. Ils ont outcoaché aussi, je trouve, Mark Daigneault. On en avait parlé déjà. Enfin, Daigneault et son staff, du coup, ça va dans les deux sens. Et OKC. Et puis pareil, là pour les finales de conférence, c'est ajustement match après match, et même voilà, c'est toujours les bonnes solutions. Ça aide d'avoir les bons joueurs qui peuvent exécuter les solutions qu'on met en place, évidemment. Mais voilà, je pose d'autant plus la question que aujourd'hui, je suis assez rassuré sur Jason Kidd et ce staff de Jason Kidd pour trouver les bons ajustements et pour les faire. Je dois dire que je suis pas encore totalement convaincu sur Joe Mazzulla et sur Boston, alors que, enfin, je pense qu'ils ont des atouts, hein, mais j'attends encore d'être convaincu, on va dire. Je n'ai pas envie de leur donner la couronne alors qu'ils sont pas encore rois, quoi. Si je dois dire, alors c'est pas une question de enfin gagner, c'est que je trouvais que c'était un peu ce qui manquait l'an dernier, où voilà, c'était pas top en termes de série contre les Sixers, c'est un peu tardé à venir. Contre Spoelstra, ça a aussi beaucoup tardé à venir, et je pense que Spoelstra l'a un peu battu l'an dernier. Et ce round de playoff, pour l'instant, pour moi, ils n'ont pas trop été testés. Donc voilà, on a aussi affaire à un jeune coach et un jeune coaching staff dans sa globalité, du coup. Mais j'attends de voir. Je dis pas il va pas le faire,
je dis c'est enfin un vrai test, donc à voir. Mais en tout cas, Jason Kidd, lui, c'était surtout ça mon point, c'est que Kidd, je pense qu'il a montré être capable de toujours faire les bons ajustements. Je vais pas redétailler encore une fois le podcast qu'on a fait sur les finales de conférence, mais dès le deuxième match, on ajuste avec des double drag, avec des trucs comme ça pour aller cibler des joueurs côté faible. Ensuite, quand Minnesota s'ajuste au niveau du drop et des stunts, ça s'ajuste aussi, etc., etc. Bref, Jason Kidd, je pensais pas dire ça, mais en même temps, quand il fait beau, et quand il pleut. Il faut quand même le dire, Jason Kidd a été un coach fabuleux sur ses playoffs et même assez rassurant pour l'instant. Donc voici pour ce côté du terrain, l'attaque de Dallas contre la défense de Boston. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.